va commencer par la première, qui est celle de Dany Tardy. Alors, Dany Tardy est artiste multidisciplinaire et anthropologue au Bas-Saint-Laurent. En 1925, Yale poursuit une maîtrise en création littéraire sur la fiction spéculative et travaille à la création de son premier solo de contes queer sur le deuil. Son premier livre, Devenir Line, quand la gestion transforme la santé, est paru en août dernier chez Écosystème. Non, je ne suis pas à la bonne place, moi. Non, c'est pas la bonne. Excusez-moi. C'est la bonne. Oui. Ok. Parfait. Alors, j'ai oublié une chose importante quand même de dire le titre de l'atelier d'aujourd'hui, Créer et rêver, art, utopie et expérience lesbo-queer. C'est vraiment un plaisir d'être ici, puis c'est la première fois que je vais parler de ce projet-là dans une salle pleine de personnes lesbo-queer, donc c'est vraiment très excitant. Donc, comme on l'a dit, ma présentation parle des utopies insurgées et des manières qu'on peut raconter les histoires de violences latérales ou de conflits dans les communautés lesbo-queer. Donc, aujourd'hui, ben, c'est un peu ça que je propose en faisant une analyse critique du roman Les Sœurs de la Muée de Larissa Like, paru en 2025 au Cartanier, mais dont le titre principal, c'était The Tiger Flu. Tiger Flu qui est paru en anglais d'abord en 2018. La traduction en français a été réalisée par Suzanne Grenier et Sylvie Bérard. Puis ça s'inscrit donc dans une filiation des communautés non mixtes de femmes, en guillemets, là, j'y reviendrai, parce que ce sont des clones, dans la même lignée de Monique Wittig, les guerrières, ou bien ici au Québec, les chroniques du Pays des Mers de Elisabeth von Harburg. Ce que je présente aujourd'hui, ça se base sur des résultats qui sont encore préliminaires, donc ça va me faire plaisir d'avoir vos questions, commentaires, que ce soit maintenant ou plus tard. Puis donc, je vais commencer par présenter les liens que moi, je vois entre les littératures de l'imaginaire et les communautés lesbo-queer, ou comment les deux peuvent permettre d'apprendre des choses l'un sur l'autre. Puis ensuite, vous parlez plus de ce concept-là d'utopie insurgée qui est développé par Larissa Like, donc l'autrice du même roman. C'est comme si le roman, c'était une manière de mettre en scène ce modèle-là. Puis pour elle, elle le fait à travers une représentation des corps utopiques lesbiens, mais cette représentation-là induit ses propres violences. Donc, je vais y revenir. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose sur le PowerPoint, c'est juste pour qu'on puisse suivre. Donc, pour commencer, j'argumente que les expériences qui sortent de l'hétéronorme et les fictions spéculatives ont beaucoup en commun. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, par exemple Manon Berthier, qui est une spécialiste de littérature lesbienne. Elle explique que, je la cite, « Les littératures lesbiennes sont à la recherche du pas encore réel. Elles sont utopiques dans leur aspiration, sinon dans leur conception même. » Fin de la citation. Vous connaissez aussi probablement Monique Wittig, qui elle aussi écrivait, je la cite, « Si je m'approprie le monde, que ce soit pour m'en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. » Fin de la citation. Donc, on ne veut pas seulement apparaître dans le monde, on veut créer des mondes à notre image. Il y a José Esteban Munoz qui a un discours similaire sur les futurités queer, qu'on n'est jamais tout à fait queer, on aspire à devenir queer. Nicole Brossard, qui est une grande poète lesbienne québécoise, elle écrit dans l'introduction de l'anthologie Baiser-Vertige sur la littérature lesbienne et gay au Québec que sortir et retourner dans les espaces hétéronormatifs, en fait, que d'être dans les espaces lesbo-queer puis d'en sortir pour aller dans les espaces hétéronormatifs, implique en soi une pratique créatrice fictionnelle. C'est comme si se déplacer entre ces deux mondes-là, c'est s'engager dans un processus permanent d'auto-fictionnalisation, où l'identité et les relations doivent être constamment réimaginées. Ces mondes lesbiens, les mondes queer, lesbo-queer, trans, on peut les imaginer comme les bars lesbiens, les centres sociaux queer, les collectifs d'habitation rurales ou urbains. Ces lieux-là, Paul Preciado, en suivant Foucault, les appelle aussi des hétérotopies. Hein? C'est des espaces matériels sur lesquels on appose une autre vision du monde utopique, mais localisée. C'est comme des contre-espaces. Donc, le repli sur soi-même dans nos sous-cultures mène à l'émergence de nouvelles formes de relations. C'est comme une impulsion créative spontanée.
Puis moi, il me semble que ces hétérotypies-là, en mettant en scène le devenir queer, ont quelque chose de très similaire au world building qui est propre aux littératures de l'imaginaire en sorte. Puis donc, pour moi, la fiction spéculative, elle a un potentiel de devenir un espace à travers lequel les communautés lesbo-queer peuvent, oui, s'évader d'un monde qui les opprime au quotidien, mais aussi et surtout se rêver et se penser sans les contraintes du monde qui les opprime, à travers l'imagination radicale. Cependant, plusieurs théoriciens, dont le spécialiste des littératures de fantasy anti-autoritaire James Gifford, argumentent que les valeurs et les idéologies qui sous-tendent la création des mondes spéculatifs et leurs analyses est importante. Elles produisent, comme dirait Donna Haraway et d'autres, des mondes et des effets différents. Donc, ce n'est pas tous les modèles de monde qui ont des impacts et des effets similaires. Les courants des littératures utopiques, par exemple, qui ont commencé au 16e siècle avec Thomas More, Utopie, là, ont été très critiqués par les féministes queer et lesbiennes des années 60. On parle ici de Ursula Le Guin, Samuel Delany, Joanna Russ, qui démontraient à travers ces littératures-là spéculatives, dans ce courant-là, le fait que les littératures utopiques, parfois, présentent des modèles qui ont des tendances fascisantes parce qu'il faut que le modèle soit toujours parfait. Puis donc, dans ces littératures-là, on présentait souvent des personnages marginalisés qui démontraient les failles parce qu'eux, ils ne correspondaient pas ou qui n'appartenaient pas au même modèle. On voyait l'ombre. Puis là, je pourrais parler de ça pendant des heures, là, mais c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Le concept d'utopie insurgée de Larsalai vient du concept des utopies critiques, qui est cette littérature-là des années 60-70. La différence, c'est que Larissa Lai, en se basant sur ces littératures-là, elle met en scène plutôt des communautés marginalisées qui, elles, créent des utopies entre eux. Mais ces utopies-là ont des conséquences inattendues en recréant leur propre violence. Donc, par exemple, un collectif utopique d'habitation queer dans un contexte fasciste, se disant, ben nous, on va s'évader de ce contexte-là, puis on va pouvoir vivre en sécurité, mais finalement, les violences réarrivent. T'sais. Bref. Larissa Lai. Donc, Larissa Lai, en plus d'être une auteure, c'est une professeure et une critique littéraire qui a développé dans les dernières années ce concept-là, donc les utopies insurgées. Je considère donc que son roman, c'est une façon d'explorer les tenants et aboutissements de ce modèle-là. Pour Larissa Lai, l'utopie insurgée, c'est, là je la cite, l'action combinée d'une pensée idéaliste, d'une pensée critique et d'une expérience narrative. Fin de la citation. Puis donc, cette expérience-là peut à la fois déployer les forces des formes dystopiques et utopiques. Donc, la dystopie ne vient pas effacer le potentiel utopique de ces formes-là. L'utopie insurgée pour Larissa Lai, c'est aussi loin d'être un espace qui est parfait. C'est pas un blueprint. Plus spécifiquement, ça naît d'un geste de résistance qui s'expose à ses propres contradictions. Donc, je cite de nouveau Larissa Lai, qui écrit « Les Sœurs de la Muée se concentrent sur les éruptions de l'inattendu qui émergent à partir de l'impulsion utopique initiale. Il en résulte une société alternative complexe qui déploie ses propres merveilles, mais aussi ses propres horreurs. » Fin de la citation. Voilà, c'est comme je disais tantôt, un groupe marginalisé qui se libère pour recréer une société utopique dans laquelle les conflits et les tensions existent toujours, malheureusement. Puis c'est un peu comme ce qu'on disait tantôt dans le panel d'avant, que finalement, une des choses qui crée la violence, c'est l'attente qu'il n'y en ait pas de violence. C'est pour ça que le fait d'avoir un modèle qui, de facto, implique le fait qu'il va en avoir des conflits, crée de l'espace pour une représentation différente. Le concept d'utopie insurgée pour Larissa Lai, ça lui permet d'aborder, en fait, d'avoir l'espace de parler des enjeux délicats comme les conflits et les violences latérales dans des communautés marginalisées ou minorisées. Pour elle, quand elle pense à ça, c'est notamment les communautés queer de la diaspora chinoise ou celles des féministes racisées, sans effacer le potentiel utopique de leur rassemblement et de leurs aspirations. Donc, le roman met en scène une fiction spéculative qui se déroule dans un futur post-pétrole, autour de ce que nous, on connaît comme étant Vancouver. Donc, on est autour de l'Ouest canadien, dans laquelle Larissa Lai imagine une communauté non mixte de clones femmes. Donc, là, c'est pas l'espace, je vais pas vous parler de pourquoi, selon moi, c'est pas tout à fait des femmes, là, mais ça, c'est femmes, qui s'appellent donc les Sœurs de la Muée, c'est le nom de leur communauté.
Puis elles vivent en marge de la société mainstream, en nature. C'est vraiment la reprise de ces utopies-là lesbiennes sans hommes, après avoir échappé à leur créateur. Donc, on les a créés, puis il y a une des clones qui s'est enfuie. Sauf que dans le roman, le monde traverse une pandémie, le virus du tigre, qui a décimé la plupart des hommes, tout particulièrement les hommes blancs et les hommes riches. Je pense que c'est une blague de sa part. C'est vraiment un bon livre, je le recommande. Sauf que dans ce contexte politique tendu, c'est un contexte, on le sait, c'est un contexte de pandémie, les ressources sont... on a deux protagonistes qui, elles, sont absolument imparfaites, Kirillov et Korako. Puis elles sont forcées à la suite d'événements tragiques, dont la perte de la famille biologique de une, puis la perte de la famille choisie de l'autre. J'en dis pas trop pour pas faire de divulgachage, mais elles sont obligées de s'entraider pour survivre. C'est pas tout à fait un choix. T'sais. Ces personnages-là font partie de ces communautés non mixtes de femmes clones qu'on pourrait associer métaphoriquement à nos communautés lesbo-queer ou à celles des communautés féministes racisées, des communautés queer racisées. Bien qu'ayant des visées utopiques de coopération et de solidarité, ces groupes ont du mal à incarner les idéaux et les actions de solidarité et de coopération qui sont à la base de leur communauté, et les actions des membres oscillent toujours un peu entre le soin et la violence, allant jusqu'au cannibalisme involontaire. Dans ce contexte politique tendu, on a... c'est ça. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez c'est qui, Kate Cheng-Tum, mais qui est une de nos grandes autrices trans d'ici, qui commente les Sœurs de la Muée dans un article de blog intitulé Surviving Utopia, comme étant, je la cite, A Story of Love and Hate Between Women, fin de la citation, qui cherche activement de nouvelles possibilités pour leur vie. Selon elle, le roman centralise des personnages marginalisés, dépossédés, qui doivent, je la cite, « come to terms with their own hatred », fin de la citation, pour survivre, mais surtout pour ne pas reproduire la violence qu'elles ont vécue. Kate Cheng-Tum ajoute que, je la cite, « some of the most painful wounds come from chosen or blood family », fin de la citation. Et pourtant, ces histoires sont rarement racontées. Comment les raconter et surtout comment les raconter sans perdre les impacts positifs des désirs utopiques de ces communautés? Larissa Lai, elle écrit que pour elle, l'utopie insurgée est une manière d'aborder l'enjeu délicat du récit des violences latérales dans les communautés marginalisées, et ce en le faisant avec une éthique de la responsabilité et du care. La violence latérale, c'est donc la violence que des membres de communautés marginalisées reproduisent entre eux suite à l'internalisation de violences systémiques. Hurt people, hurt people. Cependant, le récit de ces violences a quelque chose de délicat et de sensible à réaliser. C'est comme une performance. OK. On a une certaine responsabilité envers sa communauté. Rompre avec cette responsabilité peut être un acte de bravoure ou non. Il peut s'agir simplement d'une trahison envers ceux qui vous ont aimé et nourri de la meilleure façon possible. Parfois, le silence doit être rompu et parfois, il doit être gardé. Les questions importantes semblent être les suivantes. Qui est protégé? Qui est exposé? Qui est humilié? Dans cet extrait-là, Larissa Lai parle des conséquences des mouvements #MeToo, dans lesquels, même si le silence était rompu, les conséquences ont la plupart du temps affecté davantage les personnes qui témoignaient ou qui avaient vécu la violence. OK. Nous sommes tellement imprégnés, même en tant que société laïque, d'un calcul judéo-chrétien qui dit que le bien doit être récompensé, que le mal doit être puni. Il n'y a rien de mal à penser ainsi, si ce n'est que cela nous empêche de voir pleinement les façons désordonnées dont la vie s'écoule et dont les idéaux et les actions interagissent, produisant des résultats inattendus. Fin de la citation. Donc, Larissa Lai soutient qu'exposer les violences latérales par l'écriture peut provoquer des dommages massifs à des communautés que j'aime et auxquelles je suis profondément attachée. Ici, l'expérience de pensée est un moyen productif d'amener la discussion sur la table sans pointer du doigt et sans exposer les défauts humains des personnes déjà vulnérables au pouvoir en place. Fin de la citation. Elle suggère en plus que cette approche qui repose sur la prise de distance, la défamiliarisation qui est permise dans des créations de récits imaginaires, on ne représente pas des personnes réelles ni des mondes réels, est particulièrement porteuse de sens pour des personnes marginalisées souvent confrontées à des traumatismes refoulés. Les œuvres de fiction spéculative sont
sont excellentes pour explorer ce que Foucault appelait un corps utopique. Donc, Foucault, il parle du fait qu'on peut apposer des utopies sur nos corps. Dans les Sœurs de la Muée, le corps utopique est poussé encore plus loin parce que le corps est auto-reproducteur. Donc là, l'utopie de la communauté lesbienne, c'est que il y a certaines des membres de la communauté qui sont des parttrices qui peuvent accoucher d'elles-mêmes. Il y a des astéries qui, elles, peuvent reproduire certains de leurs propres organes. Ce qui fait en sorte que les maris, c'est des amantes soignantes qui sont attitrées à soit des parttrices, soit des astéries, peuvent procéder à des greffes réparatrices, ce qui fait que la société se reproduit d'elle-même sans avoir besoin de quiconque autre personne. Puis en plus, ils ont créé une boisson spéciale qui s'appelle la fleur de l'oubli, qui fait que ça leur donne du plaisir, ces opérations-là. Donc, elles veulent encore être coupées pour donner de nouveau. On réfléchit à ça, c'est une sorte de métaphore du sacrifice, du don de soi, puis de la pureté militante des communautés qui tournent un peu sur elles-mêmes. Sauf que le grand élément déclencheur du roman, c'est qu'il reste seulement une parttrice, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de pression sur les astéries de faire des opérations multiples. Sinon, la parttrice, si elle décède, il n'y aura plus de reproduction possible. Et donc, on va demander à une des maris, qui est une amante de Péristrophe, de faire plusieurs opérations à répétition sur quelqu'un qui peut reproduire ses organes jusqu'à ce que les deux décèdent, en fait. Puis donc, la communauté ne peut plus se reproduire et le personnage principal va être en grand deuil, il va être pris entre ses désirs individuels puis les désirs de sauver la communauté. Larissa Lai, elle explique aussi que son intérêt pour les femmes clones, c'est, je la cite, en partie sa reprise et sa façon de travailler avec la nation, les notions racistes selon lesquelles toutes les Asiatiques se ressemblent. Fermez la citation. Ainsi, Larissa Lai utilise l'imaginaire pour éclater la compréhension du corps utopique lesbien, mais aussi pour déjouer et déconstruire les stéréotypes associés aux femmes asiatiques. Pour elle, la fiction spéculative est donc une manière de sortir le corps queer et le corps racisé d'une trame d'association auquel il est sujet, puis d'en décoller les affects collants pour mieux le reconstruire. Là, j'essaye d'aller vite, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Comme je disais, c'est une façon de jouer avec les thèmes de la pureté dans les communautés queer, mais cependant, le modèle de reproduction sociale utopique des Sœurs de la Muée amène ses propres violences. Les Sœurs nous présentent donc des modèles relationnels utopiques queer qui promettent des réseaux de solidarité et d'entraide, mais qui finalement se retrouvent être des représentations de care paradoxales. Les personnages se retrouvent pris au piège dans des réseaux étroits entre des violences systémiques et des violences internes. Parce que ce que je dis pas, c'est qu'il y a un contexte génocidaire où est-ce qu'on essaye de capturer ces clones-là pour produire d'autres systèmes. Donc, elles fuient un système, puis pendant qu'elles fuient ce système-là, elles sont prises à avoir des violences entre elles. Donc, elles sont prises entre des désirs individuels, des désirs collectifs, entre le plaisir, la douleur. Et l'exemple que je viens de donner sur les chirurgies multiples, c'est vraiment une partie infime des représentations de qu'est-ce qu'elle démontre comme étant des violences latérales dans la communauté. Donc, en conclusion, la fiction spéculative queer ne se contente pas de représenter des identités marginalisées, elle remodèle activement les cadres à travers lesquels on comprend leur perspective de la violence, de la justice et de la communauté. Les Sœurs de la Muée illustrent comment les idéaux de soins, d'autonomie et de sororité ou de communauté peuvent se transformer en régime de contrôle, de pureté et de sacrifice, tout en permettant l'émergence de mondes radicalement différents où la solidarité, l'amitié et l'épanouissement émergent. Larissa Lai en fait le cœur de son projet politique, imaginer comment l'utopie se fissure sans renoncer à sa puissance transformatrice. Elle n'est pas en train de dire que l'utopie des corps autoreproducteurs est un problème. Ainsi, l'intérêt des utopies insurgées, c'est pas de nous proposer des modèles à reproduire, mais c'est une expérience de pensée qui nous permet d'explorer et de réfléchir aux dynamiques et aux tensions des différents projets, des différentes relations, des différentes dynamiques, des valeurs, hors des contraintes de notre monde réel ou des fictions mimétiques. Ce faisant, elle permet non seulement de s'évader, mais aussi de réfléchir, de résister et de se transformer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation d'un roman qui paraît fascinant et qu'on a envie de lire, en tout cas moi. Alors, j'invite maintenant Mathilde Plard,
qui est chercheuse au CNRS en géographie sociale. Elle développe actuellement des travaux sur les trajectoires lesbiennes et queer à Lesbos, en Grèce. Ses recherches portent sur les spatialités lesbiennes, les utopies situées, les corps et les affects, et donnent lieu à l'élaboration du concept de lesbotopie à partir d'enquêtes immersives à Scala et Ressos. Merci beaucoup. Le temps que la présentation s'affiche, je pense que ça va créer vraiment une continuité avec la présentation que tu as pu faire, parce que moi aussi, je vais vous parler de Foucault, je vais vous parler d'hétérotopie, je vais vous parler d'utopie, et ça va être moins littéraire, il y aura plus de corps, et je peux peut-être commencer par me présenter. Alors, je suis complètement outsider dans ma position sur les gender studies, mais je suis lesbienne, je suis chercheuse au CNRS, et je pratique la Grèce depuis très longtemps, et notamment les festivals, dont le Queer Ranch Festival. Et en fait, le projet que je vais vous présenter, il est né d'une envie, depuis la plage de Scala, où en fait, moi-même, j'ai été émue en tant que festivalière d'observer les corps queer, les corps visibles, l'espace, l'inversion des marges finalement, et de faire partie d'une forme de norme. Et puis du coup, progressivement, je me suis dit que j'allais oser faire un nouveau chantier de recherche et ouvrir celui des trajectoires lesbiennes, pour essayer de comprendre ce que ça raconte et de la société et des expériences qu'on peut vivre sur place quand on est lesbienne. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers un espace autre pour construire une communauté? Donc voilà, donc ça c'est la mer Égée. Moi je vais vous parler de la lesbotopie, puisque je fais un peu le pari d'aller prendre ce que Foucault appelle les hétérotopies, mais quand même il y a le mot hétéro, donc ça coince un peu. Donc voilà, je vais vous parler de ce cas-là. Est-ce que du coup, c'est vous qui allez défiler peut-être? Je ne sais pas trop comment on va faire. Bon, alors la posture épistémologique que j'assume ici, elle fait référence à celle de Collins, qui parle de outsider within. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça fait vraiment écho à ma trajectoire, c'est-à-dire que je suis blanche, je suis lesbienne, mais je suis aussi chercheuse au CNRS, donc j'appartiens à une institution, donc ça me donne accès à des terrains et des trajectoires et des intimités, tout en me mettant aussi un peu de côté, et en ayant, c'est plus fort que moi, cette espèce de réalisation sur la plage qui avait bien des enjeux géographiques différents que ce que je pouvais vivre ailleurs. Et du coup, le projet est né de ce constat que je pouvais ressentir moi et des émotions que j'ai pu avoir sur le terrain. Donc, les ancrages disciplinaires, pour moi, c'est la géographie sociale féministe, la sociologie des marges, puisque clairement, je pense qu'on fait tous et toutes cette expérience au quotidien d'être à la marge. Et là, le choc, on va dire, sur un espace-temps très restreint, c'est de faire partie, d'inverser les marges, quoi, finalement, et de croiser partout, dans les deux rues de Scala et Ressos, des queers, des lesbiennes. L'ancrage empirique, pour moi aussi, à développer, pour être tout à fait transparente, il s'inscrit donc dans une trajectoire intime et personnelle, comme j'ai dit. J'ai été bénévole dès la 2e édition du festival du Queer Ranch, et je remercie d'ailleurs les organisatrices et les organisateuristes pour leur confiance. Et puis ensuite, festivalière à toutes les éditions, évidemment. Je pense qu'il y a il y a quelques connaisseuses dans le coin. J'ai aussi participé aux éditions de septembre qui ne sont pas queer, qui sont plus anciennes, c'est les Women Festival. Et c'est intéressant de voir comment l'édition de mai, du mois de mai, est aussi une réponse un peu politique en affirmant le terme queer. Et puis des séjours grecs réguliers. Voilà. Donc j'ai fait des carnets de recherche, des observations participantes, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs avec des participantes lors de la dernière édition, et j'avais aussi mis en place un format en ligne sous forme de carte postale pour demander aux gens d'écrire une carte postale pour décrire ce que c'était que le festival à des habits, juste pour avoir un peu de verbatim. Donc, je vais vous parler de ce cas-là pour situer Lesbos, si tout le monde n'est pas géographe. Donc, ça se situe dans la mer Égée, à l'est. C'est vraiment juste à côté de la Turquie. Donc, on en a entendu parler, en tout cas, je ne sais pas vous ici, mais en Europe, beaucoup concernant les migrations et les tragédies migratoires des personnes qui arrivent à Lesbos. Donc, ça se situe à l'est de l'île. Et puis, le village de Scala et Ressos, c'est vraiment c'est loin. C'est à 2h30, 3h de bus ou de taxi de l'aéroport ou du port de Mytilène. Et en termes de représentation, c'est une île, c'est la 2e plus grosse île de la Grèce, après la Crète. Voilà. Et je fais référence pas mal dans ce texte à un article de Kansa qui évoque ce que je trouve très juste, l'énergie différente, parce qu'elle a fait un article qui s'appelle « Certain places have a different energy », et c'est vraiment, je pense,
quelque chose qu'on peut ressentir notamment pendant ces temps festivaliers particuliers. Donc le contexte historique du festival, le Queer Ranch, c'est quelque chose de très artisanal, ça a lieu depuis 2022. L'émergence de ce festival, c'est vraiment à l'initiative de 2 Françaises principalement, qui organisaient des festivals en France et qui se sont dit c'est quand même dommage de laisser mourir cette utopie, justement. Donc comment faire pour créer un nouvel élan qui soit un peu plus jeune, un peu plus queer, et soutenir les lieux qui structurent l'espace. D'ailleurs, je vous encourage à regarder un film qui maintenant est en ligne, qui s'appelle Lesbia, qui coûte, je crois, 5 € et qui retrace l'histoire des trajectoires lesbiennes et queer depuis les années 70. Et en fait, ce qui est bien expliqué dans le documentaire, c'est que finalement, la structuration et l'émergence des réseaux sociaux a limité les besoins concrets de se retrouver. Et donc, les personnes avaient plus l'occasion de se retrouver dans leur pays respectif, alors que depuis les années 70, il y a vraiment des mouvements réguliers, des vols, là, des charters de lesbiennes qui arrivent à Lesbos. Et donc, elles ont voulu continuer dans cette dynamique. Donc vraiment, la première édition, c'était 100 personnes. Et puis, il y a eu une montée en puissance. Et la prochaine édition, là, on va être 600 festivalières et festivaliers. Donc ça, c'est juste les affiches du festival qu'on peut retrouver aussi sur leur compte Instagram. Je reviens la slide d'après. Là, je vous ai représenté ce cas-là pour illustrer ce que je vous disais, parce que c'est vraiment, je trouve, une histoire typique, très géographique, dans le sens où c'est tout petit, c'est contre toutes les images typiques de la Grèce, donc on n'est pas du tout sur les Cyclades, les petites maisons blanches, c'est un tout petit village, c'était un tout petit port, il y a 3 rues, il y a 6 bars, enfin voilà, c'est très restreint, et ce micro-espace, il se structure avec des polarités bien spécifiques, la plage, donc tout du long, qui encourage des sociabilités très différentes, des rapports au corps différents. Et donc, il y a aussi quelques lieux où se structurent les fêtes. Donc, il y a le Flamingo, il y a l'Ohana Salon. Enfin, voilà, il y a différents endroits où ont lieu les fêtes et où ont lieu aussi, en dehors du temps de festival, des rapports aux sociabilités queer très marqués. J'ai pas pu m'empêcher, mais je vous ai mis quelques photos sur les 2 slides d'après, en faisant en sorte que personne ne se reconnaisse dans la salle. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que voilà, c'est un espace aussi très naturel. Il y a une grande plage, il y a un mini monastère tout en haut d'un côté. Et puis sur la slide d'après, on va voir le rocher, parce qu'il y a plusieurs rituels à ce cas-là. Et il y en a notamment le swim to the rock and back. Et c'est assez beau. Moi, j'ai toujours dit que ça ressemblait à un lâcher de lesbiennes dans l'océan. Et donc, il y a un rendez-vous et tout le monde va et nage. Et en fonction des corps, des physiques de chacun, il s'agit soit de prendre un canot, soit de prendre des palmes, soit de prendre des frites pour essayer de flotter. Et doucement mais sûrement, chacun et chacune nage jusque là-bas et revient. Et on revient ensuite avec une médaille équivalent à ça. Et c'était marqué parmi l'école édition Swim to the Rock and Back. Je pense que Mélissa a sa médaille. Voilà. Et je vais essayer de me lancer sur un truc un peu plus théorique. Donc je suis désolée si c'est too much. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de tout ça, moi, je trouve que ça raconte quelque chose d'assez fort sur la géographie et les lieux. Et je suis désolée si tout le monde va avoir envie de vomir après la présentation. Mais en gros, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a vraiment un angle mort des études spatiales en géographie, puisque ce qui a déjà été étudié, c'est comment les sociabilités produisent de l'entre-soi, comment dans certains lieux, on se retrouve. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi comment des communautés, par leur trajectoire, vont produire aussi le lieu. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant pour essayer de comprendre comment on peut qualifier ces dynamiques spatiales, les dynamiques corporelles, politiques, et aussi comment ça va permettre de produire et de situer des identités. Et comment, grâce à cet environnement, parce que l'objet du colloque, c'est les solidarités, mais comment, dans cette espèce d'espace-temps spécifique, on produit des occasions de construire des rapports à soi différents et de les exporter ensuite ailleurs. Donc, en toute humilité, on peut passer à la slide suivante, mais je me propose... Ah là là, 5 minutes, ça va aller vite. Ben, je vais aller juste à ça. La proposition que je fais, c'est celle de la lesbotopie. C'est un peu un clin d'œil et aussi un coup de pied à Foucault pour dire qu'effectivement, c'est dans tous les signes une hétérotopie, pour expliquer que l'hétérotopie, c'est un espace qui est complètement autre. Il y a des enjeux de territorialisation, donc comment, en mobilisant des pratiques, on va inscrire des logiques territoriales dans des espaces. Ça fait écho aussi à l'utopie et à la phénoménologie. Donc là, je vais un peu vite, mais l'idée, c'est de dire on ne peut pas se satisfaire simplement de l'hétérotopie, puisque ce n'est pas suffisamment opérant
pour nos dynamiques à nous qui sont plus queer. On peut passer à la slide d'après. Juste pour faire écho et expliquer que l'hétérotopie de Foucault, donc je ne vais pas revenir parce que tu as mentionné ça tout à l'heure, mais c'est des espaces qui sont radicalement autres, avec une universalité, un rapport au temps particulier, et ça, tous les festivaliers et les festivalières le mentionnent, il y a vraiment un espace-temps spécifique. Donc, je veux bien la slide d'après, juste pour expliquer les limites que moi j'ai trouvées à l'hétérotopie. Donc, il y a l'aveuglement du genre, il y a cette forte résonance hétéronormative, et une focalisation configurationnelle, c'est-à-dire que dans les utopies, on considère qu'il y a une dimension processuelle qui est plus importante, et c'est que les logiques, elles ne sont pas figées. Et par ailleurs, il y a une désincarnation forte du sujet, ce qui est vraiment à l'opposé de ce que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer témoignent quand elles vont à ce cas-là. Bon, je ne pense pas que j'ai le temps de parler beaucoup d'autres choses, vous me ferez signe quand ce sera le temps. La slide d'après, j'essaye de vous présenter justement ce que ça veut dire que cet espace-temps autre, puisque dans les récits que j'ai pu documenter, toutes et tous me font ce témoignage un peu précieux de s'autoriser à être différente, qu'il y a une forme de suspension de l'hypervigilance et de faire l'expérience un peu inversée de Becker de la majorité. Et cet espace-temps différent, il est aussi très fort, et on s'en rend compte, on en discutait il n'y a pas si longtemps avec quelques-uns d'entre vous sur cette prise de conscience qui arrive vraiment même quand on repart. Finalement, le fait, on s'habitue très vite en fait à être à sa place. Mais ça, je m'en suis rendu compte en repartant. Mais d'être à sa place, ça produit quelque chose de très naturel, de reposant, de sécurisant. Et puis il suffit d'atterrir à Athènes pour se dire ah d'accord, les hétéros étaient là. Il y a eu juste un petit espace-temps où on a pu rêver, et cette bulle-là, elle est précieuse, et elle permet aussi d'aller s'incarner et se vivre différemment, et je pense que ça produit quelque chose sur les identités d'assez précieux, et on peut les emmener aussi après. Donc la slide d'après, j'essaye de vous dire aussi qu'il y a une forme de suspension du male gaze qui s'observe notamment sur des espaces typiques de la plage, des rapports au corps qui peuvent s'exprimer différemment, des rapports à la drague, des rapports aux espaces publics. Et c'est en ça que je trouve que le festival et cet espace-là de 3 rues sur une plage pas si chouette que ça, à Scala, finalement, elle raconte plein de choses, et elle est intéressante aussi à mettre en miroir avec le cliché gay de Mykonos, qui pour le coup est à quelques heures de bateau, mais finalement, il se joue autre chose, et dans le pouvoir d'achat, et dans le rapport aux normes. Et vraiment, c'est une étude de terrain que je trouve très inspirante. Donc on peut passer à la slide suivante. Et je vais revenir sur cette inversion des normes. Peut-être qu'on pourra s'arrêter là après si j'ai plus le temps, mais pour vous dire que l'espace hétéronormé produit l'hétéronormativité et donc le rapport au centre, alors qu'au Queer Ranch Festival, le queer, c'est le centre. Et du coup, ce rapport à la norme, il est vécu, je pense, dans la chair de tous et de tous. Et ça produit sur le corps des formes de liberté, des identités affirmées. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est une géographie de l'affirmation. C'est comme s'il y avait une expérience, un espace-temps spécifique à l'occasion duquel il y a une affirmation individuelle et collective. Et de faire cette expérience collective de la norme, c'est libérateur, c'est empowerment, je ne sais plus comment on dit ici, mais en tous les cas, c'est assez puissant. Et je pense qu'on peut passer à la slide d'après pour évoquer rapidement et faire écho à l'appel du colloque sur les solidarités. Je trouve que moi, en tous les cas, j'ai fait cette expérience-là, et je l'ai retrouvée dans tous les récits que j'ai pu récolter de l'amitié radicale, l'amitié choisie, qui fait écho aussi aux présentations qu'on a pu voir hier. Il y a une forme de continuum lesbien avec aussi une forme de transmission intergénérationnelle et d'appartenance à la fois à l'histoire lesbienne, avec voilà, les références à Sappho, mais aussi intergénérationnelle, notamment dans le festival de septembre. Il y a beaucoup de personnes âgées, en fait, et moi, c'était la première fois que je pouvais m'identifier à des corps plus vieillissants, à des aînés dans l'espace public, à des personnes de 70 ans qui ont eu ou pas des enfants, mais du coup, qui ont eu aussi des trajectoires sociales différentes. Et ça fait du bien de voir ces représentations-là dans l'espace public. Je vais aller assez vite sur les dernières diapositives pour évoquer évidemment qu'il y a des limites et que ce n'est pas une utopie au complet, qu'effectivement il y a des rapports de barrières de classe, de normes, de colonialité spatiale et des violences internes. Il ne s'agit pas de les nier, et c'est des éléments qui sont adressés dans les festivals, et c'est jamais parfait, mais cette vigilance-là, elle est en place.
Et puis la slide suivante, c'est pour reprendre un peu cette espèce de carte conceptuelle que je propose pour évoquer le fait que la lesbotopie, c'est vraiment cette utopie située et incarnée, qui fait écho à la présentation précédente, mais que c'est aussi une dimension politique, c'est une revendication de l'espace, c'est une résistance à l'effacement, et du coup, c'est à la fois, c'est aussi l'occasion d'être militant, mais en acte et dans la joie. Et je trouve que des fois, c'est important, ces espaces-là, qui ne soient pas seulement ceux de la manifestation, de la lutte et de la révolte, mais des occasions de faire collectif, dans la fête, dans la joie et juste dans aller à la plage. Et en fait, c'est des petits riens qui construisent un rapport à la norme différente pour soi. Voilà, et la slide d'après, je pense que je suis à peu près dans les temps, c'est la conclusion pour vous dire que l'utopie queer, c'est pas une abstraction, elle est éprouvée, vécue et incarnée. Et comme pour moi, la lesbotopie, elle constitue cette logique de reterritorialisation temporaire, pour citer Deleuze, mais qui se trouve durable dans les biographies. Et puisque une fois qu'on est allé à Lesbos et qu'on s'est fait des amitiés, même en y allant seul, c'est quelque chose qui s'exporte après, et dans les logiques de l'entre-soi, et dans les amitiés construites, et ça fait écho à cette famille choisie. Et que par ailleurs, les solidarités lesbiennes, elles opèrent comme une forme de technologie spatiale et affective. Et ça, je trouve ça hyper précieux de l'observer. Et c'est aussi politique en soi, ces formes d'amitié. Et puis finalement, que cette véritable solidarité, elle ne réside pas dans l'illusion de cette communauté pacifiée, et que les tensions intersectionnelles, elles existent. Voilà. Et pour la suite, et ben voilà, j'ai deux articles en cours, notamment un sur l'idée de naissance. C'est un numéro spécial de géographie et culture qui va faire écho aux différentes formes de naissance, et je vais essayer de dire comment on peut choisir sa naissance aussi, et que la naissance, elle peut être politique et lesbienne quand on peut passer par ce cas-là, ou ailleurs d'ailleurs. En tous les cas, pour moi et pour d'autres, ça a été des étapes importantes. Je vous ai mis ensuite quelques références qui vont clairement être illisibles. J'ai pas pu m'empêcher. Voilà, et je vous remercie pour votre attention, et désolée si ça a été vite. Très bien. Alors, on va maintenant entendre Marie Achille, que j'invite à venir au podium, vivant avec Montréal, Tiaké, excusez-moi pour la prononciation, et Paris. Marie Achille est actuellement en maîtrise d'histoire de l'art à l'UQAM. Marie s'intéresse aux études critiques du handicap dans une perspective de recherche crypte, émancipatrice et créatrice, en naviguant entre communication, publication d'articles scientifiques et résidence. Marie intègre la recherche et création dans son parcours, notamment par une pratique de la photographie de performance ou de spectacle d'art vivant en collectif. Moi, ce matin, déjà, bonjour, en fait, avant de commencer, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin, en cette journée pluvieuse. Je reconnais des visages d'amis, de collègues, de connaissances. Votre présence me touche. Et merci aussi aux personnes qui sont en ligne. Donc, je suis une personne blanche, lesbienne et queer. Je suis mince, j'ai des cheveux bouclés, j'ai les yeux marrons et je vis avec 2 handicaps invisibles. Ce matin, je porte un pantalon noir avec un sous-pull sombre et un t-shirt violet marqué PMA dessus, Puma. Si vous aimez bien ce t-shirt, vous pouvez venir me voir à la fin de la présentation, parce que c'est une artiste lesbienne en France et qui fait ces t-shirts-là. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec cette personne. Et puis j'ai 4 glitters aujourd'hui au coin de mes yeux et aux extrémités de mes yeux. Donc aujourd'hui, ah oui, alors du coup, j'ai pas la manette pour le PowerPoint, mais est-ce que je peux dire slide suivante ou c'est trop demandé? Ouais. Merci beaucoup. Ok, voilà, il y a plein de boutons. Là, il faut que j'appuie sur vert, j'imagine. Ah, ok. Ouais. Donc aujourd'hui, ma présentation, elle s'intitule Interdépendance, lesbo-queer, art et handicap. Cette présentation, c'est une forme de suite d'une présentation que j'ai faite dans le cadre de la journée d'études organisée par le CIL, qui est le Culture et Images lesbiennes, un regroupement de chercheurs et chercheuses lesbiennes basés à Paris, en France. Ok. Est-ce que c'est la prochaine slide, si jamais ça... Merci. Donc ça, c'est le logo de Culture et Images lesbiennes.
Donc la présentation que j'avais faite, elle avait eu lieu en mai 2025, mai dernier. Et je vais reparler de cette présentation, parce qu'en fait, cette présentation, elle détaillait une artiste photographe états-unienne qui s'appelle T.A. Cohen. Et donc, je vais mettre en lien quelques archives d'artistes lesbiennes et handicapées ou malades en résonance avec son travail. Parce qu'en fait, au sein de la... Je vais mettre ça par terre, c'est pas très grave. Ce matin, je voulais vraiment vous partager la réalité d'artistes handicapés qui font partie de la communauté lesbo-queer et qui permet de lever le tabou de la maladie, de la vieillesse et de penser à comment vieillir ensemble, s'entraider et être interdépendantes entre les uns, les unes et les autres. La maladie, l'annonce d'un diagnostic et autres étapes sont parfois tristes, la douleur est forte et dure, mais il y a aussi d'autres émotions et réalité, de la joie, des larmes de confiance, d'entraide, de rire et d'humour. Ceci peut être joyeux et créer de nouvelles multiplicités dans les relations. En parlant de représentation, de trouver, donc moi je suis en études d'histoire de l'art, et puis à force de trouver des artistes, donc j'aime beaucoup l'histoire de l'art en général, mais c'est souvent les artistes hommes, cis, hétéro, blancs, donc on en a marre. Et donc, en fait, petit à petit, en cherchant, de chercher d'abord des artistes lesbiennes, des artistes queer, et aussi des artistes handicapés. Et donc, il y avait vraiment une réelle joie de trouver des archives d'artistes des communautés handicapées qui sont malades et ou handicapés. Parce que c'est vrai que dans la culture visuelle lesbienne d'aujourd'hui, on représente quasi toujours ou beaucoup de codes et de représentations de personnes lesbiennes valides, qui ne sont pas handicapées, jeunes ou du moins jusqu'à la cinquantaine. Et après un certain âge, soi-disant, elles n'existent plus, alors que non, elles sont toujours là. Et donc on ne voit pas souvent des lesbiennes et des personnes queer qui vivent avec des maladies ou simplement plus âgées qui vieillissent ensemble. Donc qu'en est-il des amitiés intergénérationnelles, d'aide à la personne, de nos relations d'entraide, de l'interdépendance, ça marche, au sein même de nos relations intimes, comment ces sujets sont-ils abordés et comment ces réalités existent-elles? Dans le prolongement du mouvement des droits des personnes handicapées, approfondir les réalités des personnes handicapées liées à d'autres identités permettent de davantage comprendre différents enjeux de domination et de violence reproduites au sein même de nos communautés. De plus, j'arrête pas de le dire souvent, que l'accessibilité au sein des lieux de fête est un sujet qui est très très peu pris en considération dans les soirées queer, les soirées lesbiennes, à Montréal et ailleurs. Et une petite note aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, lorsque je parle d'artistes handicapés, là aujourd'hui, ce matin, je vais aborder plusieurs réalités de personnes, notamment des artistes sourds et sourdes, des personnes neurodivergentes, des personnes qui vivent avec des douleurs chroniques, qui vivent avec différentes maladies. Et bien sûr, je vais vous montrer que quelques réalités, parmi tant d'autres, donc je vous invite à chercher et à découvrir d'autres artistes qui en vivent d'autres, et d'autres personnes en fait, tout simplement. Donc, interdépendance. Alors, je vais d'abord la slide CrypTime ou chrononormativité. Je pense qu'il y avait une slide, peut-être qu'elle s'est perdue, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, merci. Donc, interdépendance, qu'est-ce que c'est? Les relations humaines et les liens sont très fragilisés de façon générale, et particulièrement en ce moment avec toutes les guerres présentes. L'interdépendance, c'est être indépendant et indépendante tout en étant relié et en créant des liens pour imaginer des réseaux solidaires et d'entraide. Nous avons besoin des uns, des unes et des autres. Donc ici, je vous ai mis quelques mots-clés présents dans le champ lexical de l'interdépendance. Aussi, l'interdépendance est un terme qui découle des études critiques du handicap. L'interdépendance est un des concepts qui existe d'abord par et pour les personnes handicapées, mais qui doit s'étendre à toute réalité et toutes les communautés. L'autre concept que je voulais un peu introduire ce matin, c'était le CrypTime ou la chrononormativité. Donc c'est la slide d'avant. Merci. Donc qu'est-ce que c'est le CrypTime ou la chrononormativité? C'est la notion de temporalité qui est très très importante dans les communautés handicapées. Le concept de CrypTime renvoie au temps de la maladie. Et l'image sur le diaporama, my time is not your time, l'illustre bien.
que la chrononormativité ou le creep time est un temps qui n'est pas du tout linéaire. Donc, par exemple, des personnes malades, elles ne vont pas pouvoir forcément aller au travail de 9 à 5, etc. etc. Donc, c'est vraiment des réalités de personnes qui ne vivent pas du tout avec le temps de la société en général. Et puis, en fait, après, cette temporalité-là, elle touche à tout le monde, bien sûr, parce qu'on a tous et toutes nos temporalités respectives. Qu'on soit, bien sûr, handicapé, malade, mais aussi pas forcément malade et handicapé. Donc, le terme CRIP, je voulais un peu l'introduire rapidement aussi, il est issu des contextes d'activistes états-uniens et états-uniennes handicapés. Et comme le mot queer, le mot CRIP, c'est les communautés handicapées qui se sont réappropriées le terme anglais cripple, c'est R-I-2-P-L-E, qui était perçu comme une insulte. Et donc, en déconstruisant le stigmate, les communautés, nos communautés handicapées transforment cette insulte en une source de fierté. Et dans ma recherche, à la fois en histoire de l'art et à la fois pratique artistique, mon objectif est d'explorer et d'analyser les pratiques actuelles en matière de handicap au début du XXIe siècle, afin d'interroger des artistes vivants-vivantes qui co-construisent le présent, nos présents et nos avenirs. Et donc au Québec, le mot qui est utilisé pour décrire la discrimination que vivent les personnes handicapées, c'est le capacitisme, et en France, c'est le validisme. Voilà, je voulais le dire aussi. En tout cas, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Dans le vif des photos de l'artiste que je vais vous présenter. Donc là, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc là, T.A. Cohen. Alors là, je vais essayer de faire court parce que j'aime beaucoup son travail, donc je peux vraiment m'étendre comme pas possible. Donc T.A. Cohen, c'est une photographe états-unienne qui est née en 1943 et décédée en 2006. C'est une femme blanche, lesbienne, militante, et elle évolue dans le milieu des revues lesbiennes et de l'édition. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc je ne sais pas si parmi d'entre vous, quelques-unes connaissent son travail. Et donc c'est l'une des premières, en tout cas de ce qui est connu, c'est l'une des premières artistes lesbiennes qui est malade et qui est handicapée et qui va beaucoup photographier des personnes lesbiennes malades et handicapées. Donc dans sa pratique, la photographe, elle fait beaucoup d'autoportraits et de portraits de quelques-unes de ses amies. Et on peut passer à la prochaine diapositive. Elle pratique beaucoup l'autoportrait avec des amis, avec des amantes, et que c'est rare de voir des images de personnes plus âgées, en tout cas intergénérationnelles aussi. Et on peut souligner la sexiness de ces représentations des personnes de lesbiennes de tout âge. Et donc, T.A. Cohen, son travail, c'est majoritairement ses premières photos qui sont à l'écran. Elle est majoritairement connue pour ce travail-là, mais elle est très peu connue pour, roulement de tambour, pour une de ses dernières séries qu'elle a faites de son vivant, parce qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer en 2003, et sa partenaire aussi a été diagnostiquée d'un cancer. Et donc, la photographe, elle vit toute la fin de sa vie dans l'Oregon, aux États-Unis. Elle a beaucoup documenté ces années-là. Elle a été marquée notamment par la présence de lesbiennes qui vivent avec beaucoup de cancers. Et donc, cette série de photos, c'est la prochaine diapositive, suspense, c'est une des premières fois que T.A. Cohen aussi utilise la couleur. Et ça, c'est vraiment très, très rare. Donc, elle sait aussi, en tout cas, dans sa pratique artistique, c'est la première fois qu'elle utilisait de la couleur. Et donc, elle a commencé en 2003. C'est 2003-2006, la série. Elle s'est vraiment aussi en tout cas mis dans les pratiques aussi de son époque et des années 2000. Donc cette série, en fait, je l'ai trouvée en tapant les mots-clés T.A. Cohen, handicap, cancer, et un peu en cherchant beaucoup sur Internet, je suis tombée sur le site d'une lesbienne militante qui était amie avec T.A. Cohen et en fait qui a documenté toutes ces photos. Et ça envoie sur un lien où on trouve toutes ces photos très magnifiques. Donc son travail s'inscrit beaucoup dans une temporalité de la maladie, parce qu'en fait c'est sa partenaire de l'époque, Beverly, qui lui a demandé de faire des photos d'elle pendant qu'elle est tombée malade, et au début et toute sa maladie jusqu'à qu'elle meure.
Donc, par les couleurs, T. Cohen fait appel à plus d'immédiateté qu'en noir et blanc. Et donc, il y a vraiment un rapport au temps. En fait, je reviens à cette notion du temps, de la temporalité, ou comment on documente les temporalités et les maladies, les temporalités des maladies, comment on les documente et comment on les archive. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc ça, je vais faire un rapide aussi de bien penser à Audre Lorde aussi, qui a beaucoup parlé aussi de ce qu'elle a vécu, donc de vivre avec le cancer. Et donc là, Audre Lorde, elle a beaucoup plus fait un narratif textuel de sa maladie. Et T.A. Cohen a fait beaucoup plus un narratif visuel. Donc en fait, il y a plein de narratifs et il faut avoir tous les narratifs, il faut avoir le plus de narratifs possible des maladies en général. Donc je vais accélérer un petit peu. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc là, c'est ça, c'est des détails de différentes photos que vous pouvez voir plus en détail. Donc ça, de voir des personnes lesbiennes avec des cannes, avec des poches de stomie. Donc c'est la photo qui est à droite. Donc la poche de stomie, elle vivait avec alors, j'ai oublié le type de cancer qu'elle avait, fait que je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'était un cancer où la poche de stomie, et la poche de stomie, c'est vraiment le seul moyen pour T.A. Cohen de pouvoir faire pipi et caca, en fait, plus ou moins naturellement. Et donc, c'est comment l'artiste aussi présente cette intimité, ce corps étranger, et comment elle s'habitue à ce corps étranger en elle-même. Et enfin, on peut passer à la prochaine diapositive. C'est ça, je voulais vous montrer, c'est une image trouvée sur Internet, que pour changer du regard médical aussi, où le regard médical, les médecins sont quand même, et l'hôpital, c'est quand même, alors c'est très important d'être bien suivi, mais c'est quand même des moments qui sont pas agréables, qui sont pas du tout confortables aussi. Et donc justement, T.A. Cohen, avec sa pratique de photo, de passage du noir et blanc à les couleurs, reprend ces photos de radio d'IRM et les met dans sa pratique artistique. Donc c'est vraiment de faire le lien entre les documents qu'elle avait de l'hôpital et les documents qu'elle fait elle-même, les archives. Donc on va passer à la prochaine diapositive. Donc là pareil, c'est des détails. Donc là je voulais vous décrire davantage, mais je n'ai pas le temps malheureusement. On peut passer à la prochaine diapositive. Merci pour le changement de diapositive. Donc là pareil, encore des détails. Donc il y a vraiment une réelle complicité et d'amour, d'amitié, d'entraide, d'interdépendance. On peut passer à la prochaine diapositive. Alors, encore des détails avec la poche de stomie. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc là, c'est ça. Donc là, je ne vais pas détailler, mais c'était un peu pour vous montrer des dernières expositions qui ont eu lieu récemment, qui montrent des artistes vivantes avec des handicaps. Voilà, on peut passer à la prochaine diapositive. Et puis là, c'était une des artistes que je voulais vous présenter. Donc là, cet artiste, en fait, vraiment invite les spectateurs, spectatrices, le public de l'exposition, à venir s'asseoir sur ses œuvres. Donc clairement, avec la notion de toucher dans les œuvres d'art, dans les musées. Et puis, pour finir, avant-dernière slide, je crois. Là, c'était pour vous montrer un peu des lieux, des galeries, des centres d'art ou des initiatives qui rassemblent des artistes queer et ou handicapés, enfin surtout handicapés en fait. Donc Tangle Art Gallery, c'est basé à Toronto, et DC Art Indisciplinaire, avec beaucoup notamment des personnes sourdes qui utilisent la langue qui signent, qui utilisent la langue des signes. Et donc ça, c'est basé à Montréal. Et puis Creep Wave, qui est un organisme de danse pour et par et pour des personnes handicapées. Donc si jamais un jour on pourrait peut-être les inviter à faire une wave, ou en tout cas une soirée aussi, peut-être plus un thé wave, en après-midi, tous et toutes ensemble. Et puis pour conclure, c'est ça, merci. Et c'est ça, en fait, c'était vraiment pour conclure rapidement, de ralentir, de parler de la maladie et de la vieillesse dans toutes nos relations intimes, d'en parler entre nous, d'en parler de qu'est-ce qui se passe si l'une d'entre nous est malade, devient malade. Donc il faut vieillir ensemble. Bravo les lesbiennes, bravo les queers, et on est là. Voilà. Merci beaucoup Marie pour cette intervention
extrêmement importante, qui nous rappelle justement qu'on a besoin les unes des autres. C'est vraiment essentiel, et à travers ces images magnifiques de T. Corinne, c'était extrêmement éloquent. J'appelle maintenant au podium Laurence Gervais. Laurence est professeure des universités à l'Université Paris-Nanterre. Elle s'intéresse à la construction des communs queer dans les villes états-uniennes. Sa recherche s'adosse à une activité militante de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle écrit également de la poésie et pratique le spoken word dans divers espaces queer. Alors, je me suis approchée parce que j'ai pas de slide. Le spectacle, c'est moi, en fait. D'abord, je suis très contente d'être là. C'est ma première fois à Montréal. Et voilà, je m'appelle Laurence. Je suis autrice donc de slam, et je pratique le spoken word, c'est-à-dire que je déclame de la poésie en musique. Et la musique que vous allez entendre a été composée par ma partenaire de musique qui s'appelle Soria et qui est à Paris. Je suis en train d'essayer de trouver mon verre d'eau. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, je vais faire des petits signes à notre ingé son qui va être mon complice là pour tout de suite. Donc le premier texte s'intitule Peaceful Violence. Make peace with my own death. Marcher sur des morts avec violence et vulnérabilité. Les deux pieds bien écartés sur le quai du métro, bien plantés, ancrés, solides, puissantes. Fini. Terminer de danser sur un pied, de marcher sur des œufs, des charbons, des cendres, des morts. Envoyer valser les cendres. Point d'éclair. Température d'inflammation. Make peace with my own history. Ma chance. Cette énergie-là. De recommencer, de continuer à y croire. Comment on sombre puis on se relève, boitille comme le poussin moyen, crétin. Sorti de sa coquille et qui ne sait pas mettre un pied devant l'autre. Cette envie de vivre. Tordre les mots, les tourner, les contourner, tourner autour. Pour ne pas dire, ne pas dire, ne pas dire, ne rien te dire et tout te taire. Make peace with my own violence and yours. Je prends tout ce qu'il y a dans tes yeux, ça je prends. Quand ton regard baisse un peu d'arrogance, quand tu faiblis, fléchis, te laisse venir à un peu de douceur. J'ai raté tellement de trucs par dureté, parce que ma peau était imperméabilisée par l'angoisse. Je veux que ça s'arrête. Transgresser, traverser, trouer la peau, rentrer dedans, vas-y, plonge tes griffes. Make peace with your violence. Je voudrais tellement t'emmener loin de ton stress, ton angoisse, ta colère. Mais ta colère est bleue, est belle, est bleue. Ta moue qui méprise, assassine, terrasse, les mous, les cons, les mascules, les tièdes. Bleu comme un dessin de Bilal. Ici, maintenant, now, here. Nous vivons nos vies dans un présent qui ne cesse de s'écouler et demain n'arrive jamais. Bon, c'est un peu artisanal, hein? Ok, le deuxième texte s'intitule My Home et parle de solidarité, comme ce colloque. My home, my house has no doors. Ma maison est ouverte comme une plaie, comme des bras qui jamais ne se ferment, des mains qui se tendent et n'attrapent rien. Pas de porte, pas de toit. Ma maison est hantée par le souvenir enfermant, enfermé dans les mêmes normes, placards, caves que celles où on l'avait bouclée. Sortir de mon placard, de ma réserve, de ma tombe, et tomber amoureuse, comme un océan qui s'ouvre, immense, énorme, infini. My home, my house is a ship, a relationship. Se noyer, se perdre, se retrouver, te perdre, et aimer ce que ce deuil fait de moi. Une maison ouverte à tous les vents qui caresse ma peau, la tienne, la leur. Caresser, ne pas se protéger, se faire mal, reprendre nos vies en main dans le prolongement de nos corps, leurs silences ne les ont pas protégés. Parler, se raconter pour se réparer, un peu. Another kind of danger, another kind of anger. My home, my political home. Je suis un super-héros, héroïne. Des pierres dans le cœur, laisse-moi les prendre, les porter pour toi. You rock, je suis forte. Viens chez moi, dans ma maison, sans toit, ni fenêtre, ni porte, pour que tu puisses partir quand tu voudras. Je suis un SAMU social, un filet de sororité. Contre la colère et la peur, avec l'angoisse comme gouvernail, on finira bien par s'échouer quelque part. Toi, moi, elle, et ma maison, qui est un bateau, qui est ma maison, qui est la tienne, qui est la leur. My house, my ship, your home. Une terre, une danse, une transe, oubliez tout.
Femme piquée, tarentulée, possédée, rassemblée sous le ciel de ma maison, sans toit, sans fenêtre, bouche décousue, bavarde, histoire qu'on se dit, se répète. Les phrases, les mots qui ricochent et parfois t'entaillent, te martèlent, te heurtent. T'écouter, t'entendre, te voir, te croire, je te crois, je te crois, je te crois. Dépossédés mais tellement riches, on est riche de nous-mêmes et ça ne partira pas, on ne te le prendra pas. Ce que tu as perdu, tu l'as gagné. Dans ma maison, qui est un bateau, qui est ma maison, qui est la tienne. Alors, le prochain texte s'intitule Symptoms et il est en anglais et il parle des symptômes de la terreur qui monte. Symptoms of fear, grief, madness, queerness, ugliness, but signs of resistance, to resist, to persist, to say that this is not right, that they can have us play foul, play cruel, hurt, fight. Symptoms of a crisis, of nemesis, crushing crashed souls on the ground. But when crisis is followed by mess, distress, climax, crux, it's not a symptom anymore, it's a syndrome. Broke, bones breaking. Can you hear the crack, crush, crashing? Symptoms, atypical, mechanical, detrimental, political. All right, I'm mad, she's sad. We're your idea of difference. Fuck normal, more insistence, more divergence. I want to be your itching wound in a desert of thought. Watch me fade out, hear me shot. Symptoms, black fever, white lash, not much difference. Now you see her, bleeding, suffering, but shining, raising. She's been there all along for you to see her, hurt and wounded, beautiful and exposed. I grew a tree on my right leg when she lost hers. Alors, le slam qui suit est dédié aux copaines qui s'apprêtent à faire la marche de nuit à Paris en ce moment contre les VSS. Et c'est aussi le signe que je suis une mauvaise féministe et une mauvaise lesbienne. Ça s'appelle Red Pill. On se connaît depuis longtemps, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Tu me parles de rejet, de femmes qui t'empêchent, te jettent, te testent, te détestent. Mais de quoi t'as peur, white man, manish boy, dans ta manosphère? Elle est où la menace quand tu dors au chaud et qu'elle a peur dans la rue? Tu dis que c'est pas grave, que c'est pour se marrer, puis aussi qu'elle avait qu'à pas se barrer. On se connaît depuis longtemps, mais finalement, tu dis que la communauté te fait chier, le collectif t'a toujours gonflé. T'en parles à ton aise, t'as besoin de personne du haut de tes privilèges. Tu dis que cette société est faite pour les femmes, pas pour toi, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, qui a le pouvoir, de l'argent, la parole, la place que tu prends. Alors pourquoi tu cries? Insultes, menaces, intimidations. Tu crois que si tu parles plus fort, t'auras raison? On se connaît depuis longtemps, ça fait un bail que tu te remets pas en question. Tu dis que tu peux rien si t'es un homme, t'es un homme, t'es un homme, cis, être blanc, HSBC. Et puis hétéronormativité, ça veut dire quoi? Tu dis que tu comprends pas nos mots, ce qu'on te dit, te crie, ça fait trop de bruit, ouin ouin, approach anxiety. Peut-être que tu n'as jamais réfléchi, pensé à regarder à tout côté de toi. On se connaît depuis longtemps, mais pas vraiment. Comment ça se construit le silence? Comment les coups, les baffes, les humiliations font qu'on ferme sa gueule, sa bouche? J'ai pas le pouvoir, mais j'ai le courage de pas la fermer, l'ouvrir quand même. Arrêter le discours indirect, l'indirection, les messages subliminaux, funambules, somnambules. Arrêter de ne pas dire pour pas gêner, pas embarrasser ou parce que c'est Gérard, il est comme ça. On se connaît depuis longtemps, depuis plusieurs générations. La violence, et nous, et elle, et moi. Red pill, red flags, black fear. On finira bien par trouver la faille qui entraîne l'arrêt complet du système, à force d'y mettre les forces de toutes, à force d'opposer amour, humour, colère et absence de résignation aux principes pourris de réalité qu'on nous objecte avec cynisme et mépris. Women create women, create women. Le prochain texte a été écrit un soir d'orage et il s'appelle L'été, qui veut dire l'oubli en grec.
l'été, l'oubli, vérité, mensonge. La vérité est un désoubli, un dévoilement hors de l'oubli, une réminiscence. Oublier, sombrer, oubli volontaire. J'oublie, je perds tout, tous les mots, toutes les rêves, ici avec toi, dans ce moment doux, fou, dans l'orage. Oubli volontaire. Oublier l'autre, toi, l'autre, moi. Vérité, mensonge. La vérité est un désoubli. Oublier, sombrer, oubli volontaire. M'oublier ou me souvenir. On dit ça des personnes qui deviennent incontinentes, elles s'est oubliée. Je suis incontinente de l'amour, je fuis, I'm leaking. Je voudrais contenir, mais je ne peux pas. Ça déborde, puis je fuis, je m'enfuis. Vérité, mensonge. Oublier, sombrer, oubli volontaire. Moment par terre, pas parler, se taire. T'embrasser, caresser, sans s'arrêter. Il faudra que je me souvienne du moment par terre. Peau, toucher, pianoter, sol rugueux, accroché. Des heures sur le sol à se caresser, juste la musique et les éclairs. Vérité, mensonge, oublier, sombrer, oubli volontaire. Oublier, mais pas tout, pas toi, pas tant, pas tout de suite. Rester, attaché. Nous sommes l'histoire de nos pertes. Perdus, perdus, mais si on a perdu, ça veut dire qu'on a eu. Je perds ce qui m'attache, le fil, la plotte. Oublier, sombrer, oubli volontaire. Nous sommes défaites les unes par les autres, par le toucher, le parfum, la sensation, par l'idée du toucher, par la mémoire de la sensation. Se dérober, escamoter, tourner, mais désoublier, garder l'orage, la violence, le corps. Oublier, sombrer, oubli volontaire. Nowhere, now here. Voir si ton envie de jouir rencontrera encore mon envie de crier, frapper, tordre, le fer du couvercle qui me visse le crâne. Voir si ici et maintenant est encore possible. Single point of failure. Là où je ne me protège pas, là où je n'oublie pas. Merci. Bon, alors c'était censé s'intituler Big Time, donc je vais vous faire Big Time. J'ai écrit ce texte pour toutes les amies queer qui vivent aux États-Unis ou pour toutes celles qui aiment quelqu'un qui y vit. Time lag, jet lag, no time, big time. In no time we'll be there, waking up in the middle of the night. In the meantime, not knowing I know nothing. Who we were, are, what's possible. You, are you my future? When the country you live in is foreclosed, when the people you trusted are deposed, not knowing and loving it, not moving for fear of being stopped, arrested, blockaded, away from you. You are my next line. You are my next move. We collude, cohere, seclude. In fact, there is no line. We're blown to dust. It's not even a felony to love a butch dog from Brooklyn who's got a degree in agriculture and an OCD. Big time, playtime, what is reproduced, what is left to rot, on this island where everything is fraught, dissolvingly waiting for you to come. In my mouth, the words, on the other side of the palm, the scum, of which they make us feel we're made. Scum-sucking scummed, or did I just make up a word? In the meantime, yours, mine, Eastern, EST, UTC -6, what are you dreaming of? What time is this? Big time. In no time we'll suffer the same. Disgraced, burned down, let down. So please, let go, let us, let go. Merci.